sommes ici devant la station du Service national d'observation ICOS France à l'Observatoire de Haute-Provence. Ce service d'observation appartient à l'Institut national des sciences de l'univers du CNRS et il est dédié au suivi sur le long terme des gaz à effet de serre atmosphériques. Cette station, opérationnelle depuis 2014, a vu le jour sous l'impulsion de la communauté scientifique, mais également sous la volonté du directeur de l'OHP, Michel Bauer, dans les années 2000, qui souhaitait étendre les activités de l'OHP au cycle du carbone. Les gaz à effet de serre sont une composante essentielle du climat. Ils permettent de maintenir la température de la surface terrestre à une moyenne de 15 degrés. S'il n'y avait pas ces gaz à effet de serre, eh bien, la température de la surface terrestre serait en moyenne de moins 18 degrés C, ce qui ne permettrait pas à l'eau d'exister sous sa forme liquide et donc ne permettrait pas à la vie d'exister sur Terre. Cette température moyenne de 15 degrés est modulée au rythme des ères glaciaires et interglaciaires avec une variation de température de l'ordre de 8 degrés, mais qui se produit sur une période de 100 000 ans. Et cette variation se produit elle-même sur quelques milliers d'années. Les gaz à effet de serre naturels sont la vapeur d'eau, en grande majorité, suivi par le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4 et le protoxyde d'azote, N2O. Le problème du changement climatique est lié au fait que depuis l'ère pré-industrielle, les activités humaines produisent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La combustion des énergies fossiles, qui sont le gaz, le charbon et le pétrole, produisent du CO2 majoritairement. Mais il y a également des activités basées sur l'agriculture et l'élevage qui produisent du méthane et du N2O. Il y a également des activités qui provoquent un changement d'usage des sols, la déforestation, qui participe à hauteur de 10% des émissions de CO2 globales. Dans ce contexte, évidemment, on peut s'inquiéter des impacts de ces gaz à effet de serre additionnels sur notre climat et sur son équilibre. Les travaux du GIEC mettent en avant un réchauffement global d'environ 1 degré Celsius entre l'ère pré-industrielle et l'année 2017, du fait des émissions de gaz à effet de serre anthropiques dans l'atmosphère. Mais déjà, en 1896, le Suédois Arrhenius émit l'hypothèse que l'accumulation de ces émissions pourrait entraîner un doublement de la concentration du CO2 atmosphérique et un réchauffement global de 5 à 6 degrés en quelques siècles. Au début du XXe siècle, le physicien Milankovitch a mis au point la théorie qui explique les variations glaciaires et interglaciaires de la Terre et ces cycles de 100 000 ans qui expliquent cette variation de 8 degrés de la température. À cette époque, du coup, une partie des scientifiques se sont dit que ces émissions de CO2 additionnelles étaient sans doute négligeables par rapport à ces modifications géologiques plus, pour eux, importantes. Néanmoins, une partie de la communauté scientifique se posait des questions sur le devenir de ce CO2 émis dans l'atmosphère. Certains pensaient que tout le CO2 additionnel était réabsorbé par les océans, puisqu'on savait déjà qu'il y avait beaucoup de carbone dans les océans, ou par la biosphère continentale, puisqu'ils savaient déjà que la biosphère absorbe le CO2 par le processus de la photosynthèse pendant les beaux jours pour fabriquer sa matière organique. Mais d'autres chercheurs pensaient qu'il pourrait rester des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et que cela pourrait impacter le climat. En particulier, le savant Suess fit des mesures de la quantité de radiocarbone contenue dans les cernes des arbres. Le radiocarbone est l'un des isotopes du carbone en très faible teneur, mais qui est radioactif, avec une durée de vie de l'ordre de 5700 ans. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de radiocarbone dans les énergies fossiles qui se sont formées il y a des millions d'années. Ainsi, Suess mit en valeur le fait que plus le temps passait et moins il y avait de radiocarbone dans les cernes des arbres. Ce qui voulait dire qu'il y avait moins de radiocarbone dans le CO2 qu'absorbaient les arbres et donc que du CO2 émis par la combustion des énergies fossiles était stocké dans l'atmosphère. Il restait à savoir combien restait et combien était réabsorbé par les océans ou par la biosphère continentale. Et c'est alors que Suess et son collègue Rebel financèrent un jeune physicien du nom de Charles Keeling
qui développa la première station de mesure continue du CO2 atmosphérique. Cela se passa pendant l'année géophysique internationale en 1958. Et ainsi, la première station de suivi donc du CO2 atmosphérique au monde fut installée au sommet du mont Mauna Loa à Hawaï. Grâce à ces mesures, nous pouvons suivre depuis l'année 1958 l'évolution de la teneur en CO2 dans l'atmosphère. C'est la plus longue série temporelle au monde de CO2 atmosphérique qui nous sert de référence. Cette série temporelle a permis de mettre en évidence une augmentation de l'ordre de 0,6 parties par million par an de CO2. Une partie par million, ça veut dire une molécule pour 1 million de molécules d'air. Il faut savoir que la concentration moyenne de CO2 à l'air préindustriel, c'est de environ 280 ppm. Et donc là, on montait de 0,6 ppm par an. Aujourd'hui, comme nous avons une croissance exponentielle des émissions, nous sommes à un rythme d'augmentation de 2,1 ppm par an, ce qui est énorme par rapport aux variations de l'échelle géologique. En effet, entre une ère glaciaire et une ère interglaciaire, la concentration de CO2 varie de 180 ppm à 280 ppm. Avec ces augmentations, qui ont été exponentielles au cours du XXe siècle et le sont encore aujourd'hui, nous avons atteint en 2019 la concentration de 411,5 ppm en moyenne dans l'atmosphère. C'est une augmentation de 47% de la concentration de CO2. Le méthane également a fortement augmenté en passant de 800 ppb à 1866 ppb en 2019. C'est une augmentation de 133% par rapport à l'ère préindustrielle. Tout cela en 170 ans. C'est extrêmement rapide par rapport à la variabilité naturelle des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, suite à ces découvertes de Charles Keeling, eh bien d'autres stations de mesure ont été développées sur un gradient latitudinal. Donc une station notamment a été installée en Antarctique, loin des sources et des puits de carbone pour mesurer l'évolution de la concentration sur ce site de fond. Et on s'est aperçu à l'époque qu'il y avait donc un gradient de concentration de CO2 entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. On s'est également aperçu, grâce à la modélisation qui est apparue dans les années 70, qu'il existait sans doute des puits de carbone dans l'hémisphère nord, dans les parties océaniques et dans la partie de la biosphère terrestre. Alors, dans les années 1980, on découvrit également l'impact du méthane et du protoxyde d'azote sur la régulation du climat par l'analyse de carottes glaciaires qui ont été forées sur les pôles, notamment en Antarctique. Cela a donné encore plus d'émulation à la communauté scientifique pour s'intéresser à cette problématique de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc du changement climatique. Le développement de modèles de transport atmosphérique de plus en plus performants et de techniques dites de modélisation inverse, en partant des observations de concentration pour remonter aux puits de carbone, ont permis de faire de gros progrès sur la répartition des puits de carbone à l'échelle globale. En particulier, également, les scientifiques, dans les années 90, se sont appuyés sur des mesures d'un autre isotope du carbone, le C13. Le C13 est également l'un des isotopes du carbone en faible teneur. Celui-ci est stable, il n'est pas radioactif. Et il a la particularité d'être discriminé par la végétation, c'est-à-dire que les plantes n'aiment pas trop l'absorber par rapport à l'isotope majeur du carbone, le carbone 12. Grâce à l'analyse des variations du C13 dans l'atmosphère, eh bien, les scientifiques ont pu mettre en avant l'existence d'un puits important de CO2 dans la biosphère continentale de l'hémisphère nord. À partir de là, dans les années 2000, la communauté scientifique a décidé de renforcer, de densifier son réseau encore plus sur les continents. Et c'est ainsi que l'Europe, le continent européen, s'est organisé sous la bannière de l'infrastructure de recherche ICOS, qui veut dire Integrated Carbon Observing System, pour développer un réseau d'observation européen du carbone, et notamment du CO2 dans l'atmosphère, mais aussi du carbone piégé dans la végétation et dans l'océan. Les trois composantes du cycle court du carbone ont ainsi été adressées. La station ICOS de l'OHP s'inscrit dans ce cadre.
Le projet d'installer une station IQOS à l'OHP est né dans les années 2007 et cette station a donc vu le jour, pour la première fois, devenue opérationnelle en 2014. Depuis, nous utilisons les données pour différents projets scientifiques. Mais tout d'abord, avant de vous expliquer ces projets, nous allons faire une visite de l'installation de la tour. D'abord, la tour est équipée à 3 niveaux. 3 niveaux de mesure. L'un est à 10 mètres, l'autre est à 50 mètres, enfin le troisième est à 100 mètres. C'est une tour de 100 mètres de hauteur. À chaque niveau, en fait, nous avons une ligne de prélèvement indépendante des autres niveaux. Cette ligne de niveau permet de pomper l'air et cet air arrive dans un analyseur dans le bâtiment que vous voyez là, que nous allons ensuite visiter. Dans le bâtiment se trouve l'instrument de mesure qui permet donc de suivre l'évolution temporelle du CO2 atmosphérique, du méthane et également du CO qui est un traceur de combustion et que nous utilisons pour séparer les émissions, le CO2 provenant de la combustion, de processus de combustion, que ce soit des combustibles fossiles ou bien du bois, par exemple, du CO2 provenant de processus naturels. Alors, comme je suis toute seule, je vais enlever mon masque pour vous expliquer le fonctionnement donc, de l'instrumentation de la station IQOS de l'OHP. Donc je disais tout à l'heure que la tour est équipée de 3 lignes indépendantes à 10, 50 et 100 mètres au-dessus du sol. Ces 3 lignes sont les lignes noires attachées ensemble ici et chacune arrive sur ce tableau et est équipée de la même façon. Nous avons tout d'abord une pompe qui va tirer l'air pour éviter la perte de charge dans le tube et afin que l'air puisse atteindre la station. Les stations du réseau IQOS sont toutes raccordées à l'échelle internationale de calibration en fait du CO2, du méthane et du CO, ici en l'occurrence. Donc cette échelle est placée sous l'égide de l'Organisation mondiale de la météo, la WMO en anglais. Et donc nous avons une série de gaz de calibration déployés sur les sites, on appelle ça des échelles de calibration secondaire. Et ces bouteilles de calibration contiennent donc du gaz sec avec un mélange de CO2, de méthane et de CO dans des teneurs qui sont rencontrées dans l'atmosphère, mais avec des concentrations légèrement différentes, de sorte à ce qu'on puisse utiliser ces gaz pour tracer une courbe de calibration, ou en l'occurrence une droite de calibration, parce que notre instrument, donc un spectromètre CRDS, est linéaire dans la gamme de concentration atmosphérique, donc celle qui nous intéresse ici. Ces bouteilles sont elles-mêmes calibrées sur une échelle primaire qui est délivrée par donc des laboratoires centraux, notamment 2 laboratoires aux États-Unis. En plus de ces gaz de calibration que nous faisons passer tous les 15 jours pendant 3 cycles, chacun durant 15 minutes par gaz, eh bien, nous avons des gaz dissibles qui permettent, en des temps passés toutes les 48 heures et un autre tous les 15 jours, eh bien, de corriger les données des éventuelles dérives instrumentales. En effet, tout instrument étant composé de matériaux électroniques a tendance à dériver sur le long terme. Ce type d'instrument, donc ici en l'occurrence de marque Picaro, l'instrument qui a été sélectionné pour faire partie du réseau IQOS, eh bien cet instrument dérive très peu et donc ne demande pas une correction très fréquente des données. Néanmoins, cette correction est faite de façon automatique par les chaînes de traitement qui ont été mises au point par le LSCE, le laboratoire central d'IQOS, le traitement des données IQOS en France. Ces chaînes de traitement en fait consistent à appliquer dans les 24 heures qui suivent la collecte de la donnée des filtres instrumentaux, notamment en pression et en température, puisqu'il est important de garder ces paramètres stables. Vous connaissez tous la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. Pour avoir un N correct, nous devons nous assurer
d'avoir une pression et une température constante. Ici, nous avons le volume constant, il s'agit du volume de la cavité. Donc, il faut s'assurer que la pression et la température ne varient pas trop, que ce soit, des variations qui ne vont pas impacter sur les mesures de concentration atmosphérique. Avec cette instrumentation, eh bien, nous sommes capables, au sein du SNO ICOS et du réseau européen ICOS, nous sommes capables de détecter les variations de CO2 à hauteur de 5% de la tendance annuelle globale. En effet, je vous disais tout à l'heure que l'augmentation du CO2, par exemple, est de l'ordre de 2 parties par million par an aujourd'hui. Eh bien, nous restons dans une précision et une justesse instrumentale inférieure à 0,1 ppm, ce qui permet donc d'être à 5% maximum de la tendance annuelle en termes donc de précision et de justesse. Nous voyons ici les crépines qui correspondent donc aux têtes de prélèvement d'air. Il y en a plusieurs par niveau, mais seulement une seule est reliée à l'instrumentation ICOS. Les autres lignes servent au cas où il y ait des groupes de recherche qui viennent et qui souhaitent rajouter des instruments de mesure. Mais également en prévision d'installer plus d'instrumentation de mesure, notamment un analyseur de N2O sur le site. La tour est également équipée de capteurs météorologiques qui permettent de mesurer la vitesse et la direction du vent, la pression, la température, ainsi que la teneur en humidité de l'atmosphère. Ainsi, les mesures du réseau de CO2 global, qui inclut donc les mesures de l'infrastructure ICOS et du SNO ICOS France, permettent aujourd'hui de conclure en partie sur le cycle du carbone à l'ère anthropocène. Nous pouvons ainsi estimer que sur la totalité du CO2 atmosphérique envoyé dans l'atmosphère par les émissions anthropiques, la moitié seulement reste dans l'atmosphère et l'autre moitié est réabsorbée par le puits océanique pour un quart environ et par le puits constitué par la biosphère continentale pour un quart également environ. Néanmoins, la distribution spatio-temporelle de ces puits est fortement encore entachée d'incertitudes, en particulier parce qu'elle est sujette au changement climatique et qu'on a besoin de surveiller l'évolution donc de ces puits de carbone pour voir comment ils répondent à ces changements globaux. Il existe également des variations interannuelles qui sont liées aux émissions volcaniques, par exemple, ainsi qu'aux épisodes El Niño ou la Niña, Et il existe également une sensibilité des écosystèmes à la sécheresse. Par exemple, nous venons de publier une étude dans le cadre d'ICOS qui permet de montrer que le puits de carbone en Europe du Nord a diminué de plusieurs pourcents du fait donc, de cette période de sécheresse à l'été 2018. Les données de la tour ICOS de l'OHP servent également à suivre l'évolution du CO2 en période de crise, notamment dans le cadre de la crise liée au Covid qui a conduit au confinement de la population française au printemps dernier. Nous avons ainsi pu estimer dans la communauté scientifique que les émissions globales de CO2 ont diminué de plusieurs dizaines de pourcents. Néanmoins, il y a eu un changement dans ces émissions. Et à l'échelle régionale, il semblerait que notamment nous ayons eu moins d'émissions de CO2 liées au trafic routier, mais plus d'émissions de CO2 liées au chauffage domestique au bois. C'est-à-dire que les gens ayant passé plus de temps chez eux, eh bien, se sont plus chauffés au moyen du bois. La tour ICOS de l'OHP sert également dans des projets de développement de réseaux urbains et industriels. En effet, ces zones urbaines et industrielles représentent la source principale de CO2 fossile en émettant plus de 70% du CO2 fossile à l'échelle globale. Ainsi, plutôt que de placer des stations partout dans le monde, eh bien, on s'intéresse de plus en plus à développer des projets, des réseaux d'observation dans ces zones urbanisées. La tour ICOS de l'OHP est impliquée dans un projet financé par l'Agence nationale de la recherche qui s'appelle COOL AM Métropolis,
qui vise à développer des scénarios de réduction d'émissions de CO2 de la métropole d'Aix-Marseille. Ainsi, l'OHP sert de site de référence non perturbé par les émissions urbaines et industrielles de cette métropole pour justement pouvoir quantifier par différence de mesures avec l'OHP entre le centre de Aix-Marseille et l'OHP, eh bien, ces panaches qui sont émis donc, par cette métropole. Ainsi donc, la touricose de l'OHP intervient dans la détermination du cycle du carbone aux échelles régionales, continentales et globales. Je m'appelle Ludovic Lelandais et je suis actuellement doctorant en 2e année à l'Université d'Aix-Marseille sous l'encadrement d'Irène Xueref-Rémy. Je vais vous parler de mon étude qui se déroule depuis 1 an sur la variation des concentrations de dioxyde de carbone et de méthane réalisées à l'Observatoire de Haute-Provence entre juillet 2014 et mars 2020. Comme je suis tout seul dans la pièce, je vais me permettre de retirer le masque pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. Donc, la touricose sur laquelle je travaille comporte 3 niveaux de mesure, 10 mètres, 50 mètres et 100 mètres, et enregistre les concentrations du dioxyde de carbone et du méthane dans l'atmosphère depuis juillet 2014 grâce à un analyseur de spectroscopie de type CRDS qui est présent ici dans l'Algeco au pied de la tour. Donc, avant de commencer, une petite précision. Nous mesurons les concentrations de gaz dans l'atmosphère en ppm et ppb, qui signifient respectivement parties par million et parties par milliard. En clair, 280 ppm de CO2 signifie que pour 1 million de molécules présentes dans l'atmosphère, 280 seront du CO2. Cette précision étant faite, revenons maintenant sur le CO2 et le méthane. Ces 2 gaz sont aujourd'hui considérés comme les 2 plus importants gaz à effet de serre émis par les activités humaines et leurs concentrations n'ont cessé d'augmenter depuis la révolution industrielle. En effet, en 1750, la concentration de dioxyde de carbone était d'en moyenne 278 ppm. Aujourd'hui, grâce aux données de la touricose, nous pouvons voir ici que la concentration de CO2 a franchi la barre symbolique des 400 ppm en 2015 et qu'elle valait en 2019 environ 413 ppm. Le méthane, quant à lui, avait une valeur moyenne de 1913 ppb en 2015 et une valeur moyenne de 1953 ppb en 2019. Ces augmentations, caractérisées par un taux de croissance annuel moyen de 2,6 ppm pour le CO2 et 7,9 ppb pour le méthane, sont le reflet des émissions régionales, mais également d'une augmentation générale observée partout sur la planète. Des mesures de taux de croissance annuel similaires ont été observées dans toutes les stations d'Europe et même à celle de Mauna Loa, située à Hawaï, une station considérée comme une référence en matière de suivi de gaz à effet de serre, car elle possède la plus longue série d'enregistrement du CO2 atmosphérique qui a commencé en 1956. Cette augmentation générale est due à l'accumulation d'une partie de nos émissions qui n'est ni absorbée par les plantes ni par les océans. On estime qu'environ chaque année, 50% de nos émissions demeurent dans l'atmosphère et causent cette augmentation générale. Cependant, en plus de cette augmentation interannuelle, les concentrations de gaz à effet de serre peuvent varier au sein d'une même année en fonction des saisons, voire même des moments de la journée. Vous avez ici de représenter le cycle diurne moyen du CO2 enregistré à l'observatoire pour les 4 différentes saisons, hiver, printemps, été et automne. Nous pouvons constater que les concentrations hivernales sont plutôt stables et assez élevées aux alentours de 405 ppm, tandis que les concentrations estivales, elles, oscillent en fonction de la journée autour d'une valeur plus faible de 395 ppm. Ces comportements s'expliquent par différents facteurs, qu'ils soient naturels ou anthropiques. Le premier étant la variation de l'atmosphère elle-même, qui varie selon l'ensoleillement. En effet, la plus basse couche de l'atmosphère, celle qui est influencée par la surface et qui contient les émissions, que l'on appelle la couche limite, voit sa hauteur varier selon l'ensoleillement. Un ensoleillement fort, en été ou en milieu de journée, induira une hauteur de cette couche limite importante qui peut atteindre 2 km à l'observatoire, ce qui aura pour conséquence de diluer les émissions dans un volume plus grand et donc d'abaisser les concentrations. A l'inverse, en hiver,
la couche limite étant réduite, les émissions seront donc plus concentrées et des valeurs plus élevées seront observées. Dans le cadre du CO2, vient s'ajouter à la variation de l'atmosphère l'activité biologique qui varie selon les saisons et les moments de la journée. En plus de ces facteurs naturels cycliques, viennent s'ajouter évidemment des émissions anthropiques à travers les activités humaines qui émettent des gaz à effet de serre. Ces activités sont identifiables car en plus du CO2 et du méthane, elles émettent d'autres espèces telles que le monoxyde de carbone ou les particules fines. Il faut bien comprendre que ces activités induisent des émissions qui peuvent être continues, comme les émissions industrielles, ou bien cycliques, telles que le trafic, qui par exemple aura lieu préférentiellement en début de matinée et en fin d'après-midi, ou le chauffage résidentiel, qui lui sera au plus fort en soirée et en hiver comparativement à l'été. Lorsque les conditions météorologiques sont favorables, on peut voir apparaître, en plus de ces variations cycliques, des variations ponctuelles à l'Observatoire de Haute-Provence. En effet, je vais vous parler de l'exemple du 8 février 2018 où nous avons enregistré à l'Observatoire une masse d'air très fortement polluée qui contenait du CO2, du méthane, du monoxyde de carbone, CO, et des particules fines et qui est restée à l'Observatoire pendant plus de 48 heures. Une augmentation d'environ 30 ppm de CO2 et presque 100 ppb de méthane ont été observées. Ces augmentations très importantes représentent près de 3 à 4 fois le cycle naturel saisonnier de ces espèces et entre 6 et 10 fois le cycle diurne de ces mêmes espèces. Grâce à un outil de transport atmosphérique nommé iSplit, nous avons pu identifier l'origine de la masse d'air comme étant la zone géographique de Lyon-Grenoble. Ensuite, grâce au contenu riche en monoxyde de carbone et en particules fines, nous avons soupçonné une source de chauffage domestique comme étant à l'origine de ces émissions anthropiques. Cependant, il existe des analyses plus poussées qui permettraient d'identifier précisément les sources de ces émissions, comme par exemple les analyses des isotopes du carbone présents dans le dioxyde de carbone et le méthane, qui nous permettraient d'identifier précisément le type de combustible. En conclusion, les variations de CO2 et de méthane à l'observatoire sont le résultat de facteurs naturels tels que la photosynthèse ou la variation de l'atmosphère et de facteurs anthropiques qui peuvent être ponctuels, cycliques ou continus. Il existe de nombreux traceurs et techniques qui permettent d'identifier les émissions et étudier les gaz à effet de serre. Mieux les comprendre et les quantifier est un enjeu majeur si l'on souhaite réduire les émissions de façon durable et efficace.